Avant le décollage, on utilise un tracteur qui remorque l'avion, moteur éteint, sur la distance la plus longue possible. Retarder l'allumage des réacteurs permet d'économiser 50 à 100 kg par décollage. Souvent, sur un avion, le réacteur de gauche consomme plus que celui de droite ou inversement. Suivre l'évolution des choses dans le temps est de la responsabilité du capitaine Yanagoda. Alors, tous les matins, il reçoit un rapport détaillé des performances énergétiques de chaque moteur. Plus un avion vieillit, plus ses performances énergétiques se dégradent de jour en jour. Dans le cas présent, on me signale que le facteur de performance de Lima Alpha devient mauvais. Il est passé ce mois-ci à 2,8%, alors qu'il était à 2,5% le mois dernier. Quand les saletés s'accumulent dans les aubes du compresseur et dans le moteur, le rendement énergétique diminue. C'est pour cette raison qu'on a décidé de garder l'avion au sol et de nettoyer le réacteur. L'expérience montre que laver régulièrement un moteur allonge sa durée de vie et améliore sa consommation en kérosène. Laver un réacteur est une opération dangereuse, qui se fait moteur en route, mais en empêchant la partie avant de tourner normalement. Il faut donc aller vite. Toutes les 3 semaines, on lave les avions de notre flotte. Ils se salissent en traversant des tempêtes de sable et des orages. En lavant l'appareil, on le rend bien lisse et plus aérodynamique. Le constructeur recommande même de polir l'avion avec une sorte de cire. Nous sommes en train d'étudier la question. L'an dernier, nous avons réussi à économiser près de 2,5 millions de tonnes de carburant. Ça représente une réduction de la quantité de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère d'environ 700 millions de tonnes. On a lancé ce programme d'économie l'année dernière. On a donc maintenant une année de recul. Certains mois, ça a été très rentable, d'autres moins. Tout dépend des fluctuations du prix du carburant. Mais sur la durée, on a économisé 5 44 107 $ américains. Pas mal. Très bien même. Chez les avionneurs aussi, le vert est à la mode. La preuve, Boeing comme Airbus viennent de nommer un monsieur environnement. À les entendre, rien de nouveau sous le soleil. Les constructeurs font depuis toujours de l'écologie. Je crois que l'exemple le plus clair, c'est la consommation de carburant de nos avions. Moins on consomme, mieux on se porte, et mieux nos compagnies clientes se portent, et mieux la planète se porte également. Donc ça a toujours été un objectif majeur pour nous. On l'appelait peut-être pas environnement il y a 20 ans, je vous l'accorde, mais on a toujours eu cette démarche depuis toujours. Que même si le carburant était gratuit, on serait obligé d'y faire très attention. Pourquoi? Parce que 1 kg de carburant à bord d'un avion, c'est autant de charges marchandes qu'on pourrait ne pas emmener. Alors aujourd'hui, où faut-il concentrer les efforts pour diminuer au mieux l'impact environnemental de l'aviation commerciale? Il y a 3 mines d'or. La première, c'est de construire des avions toujours plus performants. On le fait depuis longtemps et nous sommes plutôt bons à ça. La deuxième, c'est de travailler à optimiser l'exploitation, principalement au niveau du contrôle aérien. La troisième est toute nouvelle. Ce sont les biocarburants, c'est-à-dire changer complètement de carburant. Les 2 premiers points visent à consommer moins, et le troisième à utiliser des produits nouveaux ayant une meilleure empreinte carbone. Mises bout à bout, ces 3 mines d'or sont comme 3 coups au but. Bien évidemment, les nouveaux avions consomment moins que les anciens. Mais les 2 constructeurs parviennent à ce résultat par des voies différentes. Chez Airbus, on a opté pour la tactique le plus gros avion du monde. C'est l'A380, qui emporte tellement de passagers que la dépense énergétique par siège devient très basse. Le prototype annonce donc fièrement sur son flanc, plus vert, plus propre, plus silencieux et plus malin. Côté Boeing, on a fait un choix différent. Grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux composites, le 787 Dreamliner est beaucoup plus léger. Il consomme donc moins d'énergie pour se maintenir en l'air. Mais malheureusement pour l'atmosphère, ces avions ultramodernes ne sont pas les seuls à voler. Quand vous introduisez un avion nouveau, mettons en 2020, vous introduisez un avion tout nouveau qui fait moins 50%, ben avant que ça soit visible, il va se produire un certain temps, parce qu'entre-temps, vous avez quand même 15 000 avions en service.
Et 15 000 avions de service, on a beau augmenter nos cadences, on ne sait pas les produire en une nuit. Donc il faut les remplacer progressivement. Et ça veut dire que sur les avions de service, on continue à travailler. L'A320, il a été certifié en 1988, mis en service à cette époque. Et depuis, on continue à travailler. On gagne un petit peu de kilos ici, on gagne un petit peu de traînée là. Alors sur cet avion, on va pouvoir voir l'écope. C'est simplement une écope d'air qui permet de réguler la pression à l'intérieur du réservoir. Donc vous voyez, c'est cette pièce-là. Ce qu'on voit là, c'est la nouvelle pièce. L'ancienne pièce est beaucoup plus grosse que ça. À gauche, l'ancienne écope, à droite, la nouvelle. À l'œil, la différence est faible. Mais de combien est l'économie? On arrive à un total de l'ordre de 1%. On peut avoir entre 50 à 150 litres de carburant économisé par vol. Ce qui cumulé sur une flotte finit par faire des chiffres importants. Chez Boeing, l'avion a perfectionné est le 737. L'avionneur américain en a vendu plus de 6000 depuis 1967, mais la formule est toujours en évolution. Par exemple, avec cette pièce verticale de bout d'aile rajoutée récemment. On travaille sur beaucoup d'éléments. L'un d'eux, c'est la finesse aérodynamique. Par exemple, au bout de l'aile de ce 737, cette ailette verticale augmente la portance, ce qui améliore le rendement d'utilisation du carburant d'environ 4%. C'est 4% en moins de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Autre élément, les trappes de train d'atterrissage qui se replient mieux vers l'intérieur, qui permettent de construire un dispositif plus léger. Les freins en carbone aussi ont permis de réduire le poids de 225 kg. Au total, l'avion est allégé de 450 à 900 kg, ce qui diminue la consommation de carburant. Voici le laboratoire expérimental Biocarburant. Il a été créé en 2007 avec une mission précise, mettre au point un carburant d'aviation d'origine purement végétale. C'est un miracle de l'ingénierie et de la chimie. On arrive donc par des procédés catalytiques à obtenir à partir des huiles végétales exactement les mêmes molécules qu'on a dans les carburants actuels. Nous avons testé le jatropha, la cameline, les algues. Tous présentent des caractéristiques de performance similaires. Excellente idée que les biocarburants pour l'après-pétrole. Mais en quoi cela pourrait-il changer aujourd'hui le bilan carbone de l'aviation commerciale? Quand on brûle du pétrole, on libère le CO2 qui y est comme enfermé depuis plusieurs centaines de millions d'années. Avec les biocarburants, le mécanisme est différent. En poussant, les plantes absorbent le CO2, puis on les transforme en carburant et quand on le brûle, le CO2 est libéré. Donc, dans le cas du pétrole, ça revient à dilapider ses vieilles économies, à vider son compte épargne. Dans le cas des biocarburants, c'est comme de ne dépenser l'argent qu'au fur et à mesure qu'on le gagne. Pour l'instant, les biocarburants n'en sont qu'à la phase d'expérimentation. Mais plusieurs compagnies aériennes ont déjà réalisé des vols tests sans passagers, dont on conserve ici la trace. Une bonne partie de ces échantillons sont des biocarburants. Celui-ci a été utilisé par Continental Airlines en décembre dernier. Et celui-là, sur un vol expérimental Air New Zealand. Il n'y a rien à modifier sur l'avion et on n'a constaté aucun problème. Les appareils ont repris un service normal après leur vol d'essai. Il faut que le pétrole coûte aux alentours de 70-100 $ le baril pour que les biocarburants puissent s'imposer. C'est une des conditions parmi d'autres. Troisième et dernière mine d'or environnementale, celle où d'ailleurs il y a probablement le plus à gagner dans les années qui viennent, la trajectoire des avions. Avant-guerre, les avions circulaient pratiquement à leur guise. On comptait sur l'immensité du ciel pour éviter les collisions. Des collisions, justement, eh bien, il y en a eu pas mal dans les années 40-50. Du coup, on a mis en place le système qu'on connaît aujourd'hui. Les avions suivent des routes aériennes précises, matérialisées autrefois par des balises au sol, aujourd'hui dans la mémoire des ordinateurs. Et la navigation consiste à aller d'une balise à une autre, en ligne droite, à une altitude donnée, conformément aux directives des contrôleurs aériens. Il y a donc au-dessus de nos têtes comme un réseau routier invisible avec des autoroutes, des sens interdits et des échangeurs à plusieurs niveaux d'altitude. Le système a été conçu avec une obsession, éviter les collisions. À l'époque, l'environnement n'était pas une préoccupation. Du coup, les routes tracées sont rarement les plus courtes et les procédures ne cherchent pas vraiment à limiter la consommation d'énergie.
C'est évidemment en train de changer, et voici comment. Nous sommes intéressés par le trafic aérien, parce qu'un trafic aérien inefficace, c'est autant d'avions qui tournent dans le ciel à consommer bêtement du carburant, alors qu'ils pourraient atterrir directement ou avoir des routes plus directes, etc., etc. Donc nous sommes concernés par cet aspect-là aussi, et nous travaillons là-dessus. Pour comprendre, installons-nous dans le poste de pilotage de cet Airbus A340 qui s'apprête à atterrir à Seattle, dans le nord-ouest des USA, là où justement sont les usines Boeing. Tout d'abord, notez que les pilotes d'un avion de ligne moderne ne le pilotent pas vraiment, ils le dirigent. Grâce à ces 3 boutons sur le haut du tableau de bord, ils indiquent à l'ordinateur la vitesse, le cap et l'altitude qu'ils veulent obtenir. Puis c'est le pilote automatique qui se charge d'actionner les gouvernes et la manette des gaz pour atteindre au résultat voulu. Et ce que les pilotes affichent sur ces 3 boutons, eh bien c'est très exactement ce que les contrôleurs d'approche leur disent de faire. Le but de ces derniers est d'obtenir au seuil de la piste ce qu'on appelle en France le petit train, une série d'avions correctement espacés et prêts à atterrir. Alors, pour y parvenir, leurs instructions sont nombreuses et les manœuvres incessantes, souvent au point de faire revenir l'avion en arrière. Évidemment, tout ça gaspille beaucoup de carburant. Lufthansa 490, left and heading 050. Das kann mir nicht gefallen, 050. Alaska 501, turn right heading 130, intercept the localizer 16 center. Lufthansa 490, heavy, fly heading 010. Lufthansa 490, heading 010. Back to Alaska. Er führt uns zurück nach Everett. Kostet Zeit und Lufthansa 490, heavy, turn right heading 070. Die kleine Kreis hat uns 300 Liter gekostet. Ja. Ist richtig was los, ne? Guck dir mal die Bogies an hier. Heavy inbound traffic. Ja. Lufthansa 490 Heavy, reduce airspeed to 160 knots, maintain that till Soto. Lufthansa 490, reducing speed 160 knots until Soto. United 322, reduce speed 160. Power geht aus. Yep. Soto 160 at Autopass is off. Horizon 69 to be American, maintain 3000 or above to establish the localizer, cleared ILS 69, 3000. Dann können wir bitte 2000 Fuß für den Misseport reinnehmen. 2000 den Fenster für den Misseport. Ja, hier down bitte. Lufthansa 490 Heavy, contact Seattle Tower 119er, point 9er. Wind von vorne rechts, minimal. Lufthansa 490 Heavy, after landing, roll down to 100 above. 100. 1480 wind, 3, correction wind, bear wind, 5000, runway 16, Alaska 606, Seattle Tower, runway 16, lock position and hold traffic will cross. Spoiler reverse green.